Parfait. Je propose que doucement on puisse démarrer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire concernant la transformation digitale et le Lean. On va parler avec Yves Cazot que je présenterai succinctement juste après. Ce webinaire, on le fait dans le cadre de l'EAD, Enterprise Architecture Day, qu'on a opéré 2 fois les précédentes années, en 2018 avec la Société Générale aux Dunes, et puis en 2019, on était accueillis au Technocentre de Renault. On a fait 2 fois des journées dédiées aux architectes d'entreprise, SI, fonctionnel, data, autour des sujets qui intéressent les architectes. Cette année, le Covid, la pandémie fait qu'on n'a pas pu se réunir et on a prévu de se réunir en mars 2021. Alors certains jugeront qu'on est un peu optimiste, mais soyons optimistes. Essayons de se voir en mars 2021. Et en attendant, pour évoquer certains sujets qui vont être traités pendant cette journée de mars, on a souhaité pouvoir avoir ces webinaires un peu thématiques, et aujourd'hui en particulier sur la transformation digitale de l'entreprise, qui est un sujet au cœur des préoccupations des architectes. Alors, je suis ravi d'accueillir Yves Cazot. Merci Yves de nous faire le plaisir d'être aujourd'hui parmi nous. Je vais faire une micro-présentation parce que vous avez un parcours assez intense, important. Mais en quelques mots, on peut dire quoi? Docteur en informatique, ancien directeur général adjoint de Bouygues Télécom, ancien DSI du groupe AXA et aujourd'hui DSI du groupe Michelin. Vous êtes assez prolixe, hein, vous écrivez un blog qui s'appelle Organisation Architecture, sur lequel vous répondez à pas mal de questions actuelles du moment, et notamment avec des retours d'expérience sur vos lectures. Je trouve ça intéressant, très très détaillé. Il y a des bouquins, on a presque plus envie de le lire, tellement finalement on a la substantifique moelle. Et puis aujourd'hui, on vous accueille aussi parce que vous êtes auteur récemment, je crois que c'est sorti il y a quelques mois, de votre 4e livre qui s'appelle L'approche Lean pour la transformation digitale. On est très heureux de vous accueillir. Je vais vous passer la main. Et puis on se voit là pour, on va dire, une grosse demi-heure de présentation. À tous les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas il y a un bouton juste en bas, Q&A. Vous posez vos questions, on y répondra à la toute fin de la présentation d'Yves. Voilà, Yves, c'est à vous. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran et me mettre en mode plein écran. Alors, ça ne marche pas bien. Alors, on va recommencer. De l'autre côté, c'était pas mal. Hein. Oui, mais alors moi, je ne voyais pas, donc ça allait être… Oui. Bon, ou alors si c'était pas mal de l'autre côté, on va faire confiance. Voilà, et je connais a priori suffisamment. Ah, vous ne voyez pas du tout vos slides? Non, mais si, ça doit être bon, ça, comme ça. Donc là, vous voyez mon premier slide d'introduction, le titre, là. On voit le titre, on voit oui, on voit tout à fait. Voilà, et donc vous n'avez pas… C'est parfait, alors ça fonctionne, très bien. Donc, de nouveau, bonjour à tous. À gauche, on voit l'ensemble des slides. Enfin, on n'est pas en mode… Vous n'êtes pas en mode présentation, alors je vais réessayer de nous mettre en mode présentation. Ah ben voilà, c'est bon, ça marche. Pour moi comme pour vous, a priori. Parfait. Très bien, donc, sans plus attendre, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler effectivement de ce qui s'appelle l'approche Lean, la transformation digitale, mais on va parler en particulier des systèmes d'information exponentiels, qui est un peu un clin d'œil pour ceux d'entre vous qui connaissent le livre de Salim Ismail sur les Exponential Organization, donc je vais parler de comment le système d'information peut être au service de l'ambition de la transformation digitale. Alors, cet état du système d'information, qui le rend capable de supporter la transformation digitale, il se construit, et vous avez vu, j'ai mis quelque chose qu'on construit qui émerge. Donc, c'est quelque chose qui est un aspect un peu organique, et donc on va parler de gouvernance, on va parler justement des règles et des principes, et ça, dans lequel il y a des règles et des principes d'architecture, pour que progressivement son système évolue vers cette espèce d'idéal de système d'information exponentielle. Et dans une troisième partie, je rentrerai un peu plus je soulève le capot du moteur pour voir un petit peu comment on fabrique les nouveaux composants du SI
en mode Lean Software Factory, donc elle gérait à la fois en mode Lean Agile, aussi en mode DevOps. Et finalement, j'ai résumé en disant l'objectif principal, c'est d'aller du client au code pour capturer ses besoins, et du code au client, c'est avoir une grande capacité de delivery pour avoir l'agilité du monde numérique dans lequel nous vivons. Alors, je vais commencer avec cette illustration que j'aime bien parce qu'elle elle illustre l'idée que le système d'information est un système vivant et puis un système en contact avec les boards de l'entreprise, puis va me permettre de postuler les fondamentaux de ce qu'on attend d'une entreprise dans cette période de transformation digitale. La première chose, c'est de pouvoir profiter de tout ce que la technologie nous apporte. Donc, la transformation digitale, elle est inscrite dans la révolution numérique du monde et elle s'appuie sur l'intelligence artificielle, le machine learning, l'IoT, les sensors, plein d'autres choses. Et si vous avez lu le livre Exponential Organization, c'est ça son point de départ, c'est comment l'entreprise peut s'adapter pour tirer le meilleur parti de cette technologie qui arrive en flux continu. Je vais suivre la même approche pour le système d'information. La deuxième chose que je voulais illustrer avec cet organisme unicellulaire, c'est qu'effectivement, la transformation, les principes de transformation viennent de l'extérieur. C'est vraiment une adaptation. J'emploie souvent, parce que c'est un mot un peu pédant, mais qui fonctionne bien, qu'il a la notion d'homéostasie digitale, en disant l'environnement dans lequel mon organisme bouge sans arrêt, et l'organisme doit s'organiser pour évoluer. Donc, c'est à la fois du outside-in thinking, parce que la transformation vient surtout de l'extérieur, et puis vraiment ce focus sur la satisfaction de ses clients et de son environnement. Alors, le monde digital, le monde des technologies exponentielles est un monde qui change beaucoup, donc il faut que l'architecture à la fois de l'entreprise et de son système d'information permette ce que j'ai appelé le constant refresh. Et c'est vrai que quand je prends un peu de recul, moi je fais maintenant de l'IT depuis plusieurs décennies, ce qui a vraiment changé, c'est cette idée qu'on fait maintenant des systèmes qui se renouvellent en permanence et non pas des grandes cathédrales qu'on construit où après on est en mode production, en mode run pendant une décennie tranquille. Ça, c'est le monde d'hier. Et puis pour finir, une idée clé du Exponential Organization, c'est qu'on construit l'entreprise de demain par expérimentation, par adaptation avec l'environnement qui vient de l'expérimentation constante. Et on va le retrouver dans le monde du digital. Les plateformes digitales sont construites par croissance, comme un muscle se construit. Lorsque vous faites des efforts, ça casse des microfibres, elles se reconstruisent et elles sont plus fortes. Et je pense que la même chose s'applique aux capacités digitales. Et donc, j'ai pris la très belle idée de Nassim Taleb des systèmes antifragiles, finalement, qui vont croître de manière organique à cause des microchocs avec l'environnement. S'ils étaient fragiles, ils casseraient. S'ils sont antifragiles, ces microchocs vont leur permettre de croître mieux et plus vite. Alors, je vais maintenant remplacer la métaphore biologique par un petit schéma. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais plutôt pointer les idées importantes de ce schéma qui essayent de représenter ce système d'information exponentielle. La première idée, c'est donc cette idée d'adaptation continue à l'environnement digital. On l'a dit, outside-in, réactif, c'est-à-dire, et pour Michelin, c'est un des points les plus importants, c'est de passer du mode classique d'opération avec des batchs au mode réactif. Je pense que j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis l'importance des frontières et donc des API, d'un certain nombre de choses qui vont nous permettre de faire vivre ces frontières. La deuxième caractéristique sans surprise, c'est que exponentielle accélération veut dire que le takt time, le temps avec lequel l'entreprise délivre ses unités de valeur s'accélère. Et donc, on va retrouver sans surprise l'importance de l'automatisation, du DevOps en particulier, et tout ce qui permet de travailler sur des cycles de release beaucoup plus courts que précédemment. Et puis, je reprends de l'idée de mon système d'information vivant, le fait que donc il respire, des choses qui rentrent, donc des choses qui sortent. Un des challenges les plus importants que nous avons, je dirais nous, des SI, c'est d'éviter l'accumulation, parce que sinon, ça se transforme en dette technique et en poids. Et donc, il faut qu'on arrive à compenser les flux entrants par des flux sortants, et que finalement, puisque ce système évolue rapidement, l'architecture n'est pas construite au départ, elle coévolue avec ce qu'on rajoute et ce qu'on enlève. Et donc, on a cette notion d'architecture continue qui est essentielle pour un système d'information exponentielle. Alors, c'était un peu théorique. Là, je vous ai fait un schéma pour le rendre un peu plus concret. Il n'est pas du tout universel. C'est un exemple de ce que j'ai appelé une architecture multimodale, par extension de bimodale, en disant j'ai des zones
Et elles ont ces vitesses de renouvellement différentes, parce que un des principes sur lequel j'insiste, c'est de bien penser vitesse de renouvellement. Ici, vous avez le cœur classique, là, on trouve les transactions, le business intelligence, le system of record. Je ne sais pas quels sont les bons chiffres pour vos entreprises, mais mon expérience prouve que si on arrive à le renouveler tous les 10 ans, on est déjà pas mal. Donc ça bouge, mais ça ne bouge pas super rapidement. La partie que j'ai appelée matrix ici, on pourrait penser système d'engagement, tout ce qui va permettre de construire du service en faisant du mash-up à la fois des capabilities de l'entreprise et celles des partenaires. Là, il suffit de voir les technos qu'on utilise, elles bougent, elles se renouvellent. Il faut bien renouveler, je dirais, tous les 5 ans, même peut-être plus rapidement. Et j'ai mis en pendant pour justement qu'on ait déjà un schéma un peu plus riche que l'approche classique 3 tiers. C'est-à-dire, on a une partie, le bloc que j'ai appelé Important Capabilities, où on va aller chercher des capacités à l'extérieur, donc dans le cloud, en plateforme as a service, service, en SaaS, et là où ça se renouvelle, j'ai mis tous les 3 ans, en fait, ça se renouvelle encore plus vite. Et puis, il y a une dernière partie, je vais revenir, qui est la partie du système d'information où les plateformes, les devices, les machines n'appartiennent pas au système d'information proprement dit, c'est plutôt ceux des clients. Et donc, on est dans la projection de capacité. Et ce qui est important ici, c'est que non seulement cela se renouvelle, mais ça se renouvelle à un rythme qui n'est pas celui choisi par l'entreprise. Donc, l'idée ici que je veux mettre en avant, c'est l'idée qu'on a besoin d'une approche multimodale, comme dans l'organisme unicellulaire où il y a des zones et tout n'évolue pas à la même vitesse dans un corps vivant. Le deuxième chose qui ne vous surprendra pas, c'est que évidemment, cette composition multimodale repose sur une approche API first. Et je n'ai pas commenté la grosse flèche du milieu en dessous qui s'appelle Enterprise Integration Capabilities. Vous avez bien compris que si on a multimode, on a évidemment une capacité à intégrer et que les caractéristiques de rapidité, de disponibilité de cette grosse flèche vont influer sur l'ensemble. Donc, on doit être particulièrement soigneux sur cette capacité. Alors, pourquoi je suis un fan du multimodal? D'abord, je commencerai par dire que c'est une version enrichie du bimodal et que quand j'en pense bimodal, parce que le bimodal a été fortement critiqué après son exposé par Gartner en disant c'est une façon de faire cohabiter du vieux et du neuf. Non, dans un bimodal bien fait comme dans un multimodal, tout change. Par contre, tout ne change pas à la même vitesse et ça me semble la seule façon réaliste de gérer les legacies sans perdre en compte le fait qu'on doit quand même aller beaucoup plus vite sur d'autres parties du SI. Voilà, et je reviens rapidement sur le fait effectivement la capacité de l'informatique aujourd'hui à projeter son savoir-faire sur des plateformes qui ne sont pas les siennes, que ce soit des plateformes techniques, des réseaux sociaux, les smartphones de nos clients, etc. C'est évidemment une des caractéristiques du monde digital. Alors, dans le livre Exponential Organization, on parle beaucoup de data, et évidemment, la data est au cœur de ce qui va faire le SI exponentiel. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans beaucoup de détails, puis vous en savez autant que moi, mais je voudrais souligner 3 aspects importants, qui est qu'il est essentiel d'avoir une vision globale partagée de la sémantique de ces objets métiers. Alors, un modèle métier unique, stable, c'est compliqué, surtout dans un monde où on fait des merge and acquisition. En revanche, une fédération de modèles métiers avec des objets pivots qui permettent de faire du end-to-end, c'est important. Et c'est vraiment important d'avoir une sémantique commune parce que c'est facile de faire des data lakes, mais si à la fin, on n'est pas parfaitement au clair sur la sémantique des choses qu'on dépose, on n'arrivera pas à mettre en place la stratégie IA dont je vais parler juste après. Le deuxième point, c'est que dans ce monde qui bouge beaucoup, donc l'entreprise bouge beaucoup, le SI bouge beaucoup, les data bougent beaucoup, et l'approche event-driven devient de plus en plus importante. Sans rentrer, pareil, dans les détails que vous connaissez, le théorème CAP s'applique, donc on ne fait plus de la consistance, on ne fait plus des transactions ensuite, on fait plutôt de la consistance éventuelle. Et donc, on a des notions de fraîcheur des données, de right time, de synchronisation juste à temps, etc. Et puis, dernière caractéristique de ce SI exponentiel, qui va d'ailleurs avec le change driven, c'est le fait qu'on fait à la fois du chaud et du froid, des bases de données et des flux. On en fait même de plus en plus. Et cette approche flux permet d'envisager d'autres architectures et de travailler un peu différemment. Alors, je vais maintenant parler un petit peu de la gouvernance et je vais commencer par quelque chose que tout le monde connaît, mais qui mérite d'être rappelé, qui est qu'on ne peut pas faire une stratégie digitale sur un SI qui croule sous la dette technique.
Et le petit cartoon ici, moi, il me rappelle beaucoup de choses que j'ai vues dans ma vie. Et alors, c'est absolument fondamental dès qu'on passe en mode agile et qu'on passe en mode incrémental, parce que c'est une loi qui n'a rien à voir avec l'informatique, c'est une loi systémique. Quand on se met à construire en mode incrémental, on fabrique du garbage, on fabrique de la redondance, on fabrique des tas de choses qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, il faut nettoyer. Il faut nettoyer de manière incrémentale adaptative. C'est du refactoring. Mais le refactoring doit se faire au niveau du squad, au niveau de l'équipe agile qui développe, mais aussi au niveau de l'architecture. Et en fait, l'architecture un peu idéale, multimodale dont je parlais, API-based, elle n'est pas faite un jour sur un tableau blanc avec un grand coup de génie, elle évolue progressivement. Et le decoupling, le loose decoupling que tout le monde cherche à obtenir, c'est pareil, c'est pas une propriété instantanée et garantie à vie, c'est quelque chose à construire et à raffiner progressivement. L'autre point que j'ai appris en particulier dans mon expérience Bouygues Télécom, c'est qu'il faut travailler dans l'idée que tout ce qu'on rajoute va être enlevé. Alors j'ai fait une petite plaisanterie ici, j'ai dit que donc à côté du CICD que nous connaissons tous, il fallait rajouter le continuous deletion. Il fallait se donner, penser, avoir les scripts, automatiser le débranchement. Mon expérience est qu'on n'y est pas encore. Ce n'est pas encore dans le mindset de la plupart de nos équipes. Et puis cette obsession de nettoyage de la dette technique pour être sur des infrastructures à jour. Et à jour, c'est à la fois être à jour en termes sur les dernières piles logicielles pour pouvoir accepter l'interaction avec des nouveaux composants. Ça sera le sujet suivant. Mais c'est aussi le zéro obsolescence, le fait de ne pas avoir de lead patching. C'est absolument essentiel pour des questions de cybersécurité. Donc, de toute façon, on a une espèce d'enjeu clé du monde d'aujourd'hui qui est de travailler sur des infrastructures. Alors, chez Michelin, on appelle ça evergreen. Sur les infrastructures en permanence à jour. Alors, le terme de exponential IS, c'était pour être prêt à accepter, tirer parti du flux constant, la petite flèche d'innovations logicielles qui viennent de l'extérieur, puisqu'il ne faut pas s'y tromper, la plupart des algos intéressants viennent en flux continu de l'extérieur, soit sous forme d'ailleurs de services, soit sous forme de logiciels qu'on peut installer sur ces machines. Donc, un des enjeux que nous avons, enfin, en tant que DSI, c'est d'être sûr que notre environnement, il est AI-friendly, c'est-à-dire c'est plus facile de rajouter des nouveaux composants sur sa stack Azure que sur sa stack COBOL sur son mainframe. Alors, ça, c'est une évidence, que l'innovation logicielle vient de l'extérieur. Et donc, on va chercher à construire un SI qui, dans sa façon d'être fait, sa structure, est facile à modifier. Alors, dans cette petite pyramide de Maslow minimaliste, en quelque sorte, la première idée importante dont je n'ai pas beaucoup de temps de parler, c'est le fait que l'innovation à partir de l'IA, elle est partout, elle doit être distribuée et émergente. Alors, je vous renvoie à l'excellent livre de Paul Dougherty, Human plus Machine, qui explique ça vraiment très bien. La deuxième étape, c'est de s'assurer qu'on a les données et les training sets, c'est-à-dire les données et les métadonnées parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir un AI-friendly software environment. Et si on a atteint ces trois choses, il y a un aspect de lab culture. Rappelez-vous ce que je disais sur l'expérimentation. Et quand on parle de data science, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que l'aspect science, il vient vraiment dans la caractérisation, ce qui est robuste et ce qui fonctionne, plus que dans l'algorithme qui marche. C'est assez facile de faire de l'AI et d'obtenir des premiers résultats. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des résultats qui tiennent dans la durée et qui sont statistiquement significatifs. Et c'est là qu'il y a un aspect lab culture et data science. Un autre aspect qu'on ne voit pas sur ce dessin, mais qui mérite d'être souligné, c'est qu'en fait, on cherche à construire des boucles de renforcement continu, c'est-à-dire à partir des données, on tire des algorithmes, ils génèrent plus d'usages, on enrichit la donnée et on continue comme ça. À l'Académie des technologies, on a eu un groupe de travail qui a travaillé d'abord sur Big Data, puis sur l'IA, en interviewant vraiment les best in class partout en Europe et aux États-Unis. Et c'est ça qui est le plus frappant, c'est que les positions d'excellence, elles sont obtenues de manière itérative, en commençant avec des choses assez simples, et par contre en allant très très loin dans l'ingénierie qui permet de faire fonctionner la boucle d'amélioration continue. Alors, un autre aspect de gouvernance qui peut même sembler un peu conservateur ou old-fashioned quand on parle de transformation digitale, c'est vraiment cette notion de système d'information durable, c'est-à-dire
s'assurer qu'on ne construit pas l'agilité d'aujourd'hui en détricotant celle de demain, en empilant des couches trop vite, en faisant trop de quick wins. Là, je vous ai mis un petit schéma que j'utilise moi beaucoup chez Michelin pour expliquer que donc notre usine à service, qui produit le run et qui fait tourner un certain nombre de software assets, on l'a fait évoluer en permanence. Elle a un coût de run, elle a un coût de maintenance en conditions opérationnelles. Et après, nous, on l'a fait évoluer à partir de flux. On a des flux où on ajoute des choses et des flux où on prend soin de ces assets. Et avec ce dessin, vous avez l'essentiel de ma mission chez Michelin, qui est d'être sûr que ce qu'on met dans le vert est largement suffisant par rapport à ce qu'on met forcément dans le jaune pour suivre, dans le orange pour suivre les obligations de business, pour garder un parc logiciel de bonne qualité, avec la bonne taille et une complexité suffisamment faible. Donc, nous avons chez Michelin un slogan stratégique qui est Prioritize to Accelerate, prioriser pour accélérer. Ben ça s'applique au SI, ça veut dire travailler en permanence à avoir une taille qui est la bonne taille, mais minimale, pas trop grande. Sinon, on a un point mort et on n'est pas agile, en fait. Je passe sur l'aspect de l'âge. Si vous êtes curieux, vous pourrez jeter un œil au livre dont on parlait en introduction. Dedans, je joue un peu avec ce schéma pour montrer que finalement, les fameux ratios build versus run, en fait, dès qu'on n'a plus assez d'argent pour faire le care proprement, on est condamné à faire vieillir nos systèmes d'information. Et alors, c'est pareil, là, je parle d'expérience. C'est quand même la part la plus fréquente, c'est d'arriver de trouver un système qui est réellement ancien et dont on attend des performances d'agilité et de renouvellement qu'il n'est tout simplement pas capable de fournir. Puis un dernier aspect de gouvernance important, c'est vraiment l'obsession de l'excellence opérationnelle. Les géants du web nous ont montré ça, nous ont appris que voilà, quand on fait des services digitaux à grande échelle, il ne suffit pas d'apporter la valeur, il faut aussi être excellent. Ça passe par, sans surprise, le monitoring et l'automatisation. Le monitoring pour savoir ce qui se passe, pour détecter et réduire le MTTR. L'automation, parce que si on n'automatise pas assez, très rapidement, le monitoring donne trop d'informations. Et c'est essentiel pour cette histoire de taux de changement. Parce que vous savez comme moi que ce qui casse les systèmes d'information, c'est le changement. C'est vrai chez nous, c'est vrai chez Google, c'est vrai partout. Et donc, les gens qui sont très bons, qui font des mises en prod à des fréquences qui nous semblent hallucinantes, en fait, ils sont excellents en change management et ils sont excellents en monitoring et en automatisation. Si on devient excellent, non seulement on peut voir ce qui se passe, mais on peut réagir. Voilà. Et on peut faire finalement de predictive maintenance, comme on en fait en digital manufacturing, mais pour le monde de l'IT. Là, vous avez les écrans, on a commencé chez Michelin à faire pas mal de choses avec Splunk, mais on voit bien qu'il n'y a pas de limite. On peut remplacer des algos qui sont très simples, avec des régressions linéaires, des choses comme ça, avec des algos plus adaptatifs, plus smart, et faire évoluer notre SI vers un SI qui est en quelque sorte self-optimizing et self-repairing, voilà, self-healing. Alors, ça fait partie, tout ça, à la fois les compétences automatiques du système et les compétences des équipes, de cette obsession du reliability engineering, et je vous ai cité le livre de Google qui me sert un peu de livre de chevet sur ces sujets-là, à la fois pour travailler sur, je dirais, la bonne architecture du système distribué, mais aussi sur la bonne culture système engineering des équipes. Et on est, si vous avez le temps de feuilleter le livre, vrai que un des points fondamentaux, c'est d'apprendre à partir des incidents. Et on est en plein dans cette idée de la construction antifragile du système. Et là, le système étant à la fois les hommes et les machines. Alors, une petite partie pour conclure, puis après on passera aux questions, pour revenir un petit peu, je dirais zoomer un peu sur la construction des éléments du système avec cette notion d'usine logicielle. Alors, le thème d'usine logicielle n'est pas forcément le plus sexy, mais il capture pour moi l'importance de l'outillage, parce que mon expérience personnelle des Lean Software Factory, c'est mon arrivée chez Bouygues Telecom au moment où on a dû fabriquer le logiciel des set-top box et qu'on a cherché à pouvoir le reconstruire une fois par jour. Ça passe par un outillage, ça passe par beaucoup de rigueur, donc d'où cette métaphore d'usine logicielle. Évidemment, donc dedans, ça va mieux en le disant, on est dans continuous build, continuous integration, continuous delivery, donc on est en plein dans les approches CICD, et on va retrouver aussi toutes les bonnes pratiques DevOps. Alors pourquoi? C'est que
si on est dans cette obsession du delivery continu de valeur de manière incrémentale et que donc tous ces process de delivery, on les fait tourner à haute fréquence, ils doivent être extrêmement automatisés, sinon c'est juste impossible. Et un des aspects que je développe dans le livre et que je ne peux pas trop développer ici parce que c'est compliqué, c'est se dire, rappelez-vous le dessin que je vous ai montré avec mon organisme, avec un cœur et une frontière. Si sur les frontières, on cherche à attirer les contacts avec l'écosystème environnant et le maximum de contributions de l'extérieur, l'approche plateforme, c'est-à-dire faire des composantes du SI sur les bords qui sont construits en mode plateforme comme des usines à service, c'est la meilleure façon de construire la valeur en mode collaboratif dans une approche entreprise étendue. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que j'appelle Lean Software Factory, puisque finalement, c'est une combinaison de choses qu'on connaît bien. On va retrouver des méthodes agiles. Nous, on a beaucoup, dans mon expérience, à travers à la fois Bouygues Telecom, AXA, Michelin, tiré de Scrum, de Explain Programming. Je considère que l'approche Lean, au sens Lean Software, des Poppendick, apporte une dimension supplémentaire. Et finalement, ce qui est important, c'est de se dire l'objectif en combinant Lean et Agile avec l'automatisation, sur les deux grosses flèches en bas, là, le CICD et le DevOps, ça permet de passer en mode produit, travailler sur le long terme, mais avec des short term, des deliveries, des livraisons de valeur rapides et fréquentes, et un apprentissage. C'est pour ça qu'il y a une boucle verte, c'est-à-dire que chaque release permet d'améliorer, d'apprendre et de faire progresser le produit. J'ai assez dit que l'automatisation était fondamentale. L'aspect Lean Thinking, pour moi, c'est ce qui permet de faire cette balance dont je vous ai parlé au moment de parler de gouvernance, entre l'agilité d'aujourd'hui et celle de demain. C'est-à-dire se dire, oui, je construis, je dois répondre aux attentes des utilisateurs, mais je dois aussi construire mon potentiel de situation pour l'agilité de demain et éviter la dette technique. Donc, c'est très bien expliqué dans le livre de Mick Kersten, qui s'appelle Project to Product. Le fait que le mode produit permet de faire cet équilibre permanent entre la création instantanée de valeur et garder la capacité à créer la valeur de demain. Et puis, il y a plein de bonnes pratiques dans le développement Lean qui sont liées, je dirais, à l'importance du beau geste, et je vais y revenir un peu plus tard. Alors, dans cette approche de Lean Software Factory, on n'a pas uniquement des développeurs, on a aussi des designers, et c'est lié à mon expérience dans le monde digital. Il est vraiment important de mettre sur le plateau de la squad des gens qui ont des compétences techniques, des gens qui ont des compétences métiers, mais aussi des gens qui parlent expérience utilisateur comme première langue par leur formation et par leur expérience, puisque à la fin, le but de l'entreprise, c'est de satisfaire ses clients. Donc, si vous aimez les glaces, l'image va provoquer la bonne émotion, sinon c'est raté. Mais un des objectifs fondamentaux de ce Lean Software Factory, c'est bien de porter un customer-centric, une vue orientée client. Et pour ça, d'utiliser toute la boîte à outils de l'experience design. Alors, c'est un slogan classique du design, réduire la friction, augmenter le plaisir d'utilisation, mais la boîte à outils, vous la connaissez, c'est les Customer Journey, c'est les Experience Maps, c'est tout un ensemble de choses, c'est l'observation. Et d'ailleurs, je vais vous parler juste après du livre de Rick Sheridan sur Belljoy, et je lui ai volé cette très très jolie expression des product anthropologistes, c'est-à-dire les anthropologistes du produit, qui consiste à remarquer que le design, ça commence par l'observation, avant toute chose. Et c'est essentiel, c'est ce qui permet de faire de la valeur. Et je n'ai pas le temps là trop de vous parler de l'emotion design. En revanche, je vais revenir sur cette importance du code et l'importance du software craftsmanship, qui va tout à fait avec la boîte Lean, c'est-à-dire la même façon que le Lean Manufacturing consiste à donner aux équipes les outils, le contexte, la liberté, l'autonomie pour développer jour après jour leurs standards d'équipe et leurs beaux gestes. Ça s'applique parfaitement à des gens en train de développer un produit digital ou un morceau de système d'information. Et donc, le software craftsmanship prend parfaitement sa place. Dans mes différentes expériences, en particulier chez AXA, on a beaucoup travaillé, on a développé ce qu'on appelle le show and share. Donc, finalement,
pour construire cette culture, c'est quelque chose qui est là pour le coup bottom-up et qui peut absolument pas arriver de l'extérieur. Et la façon de la susciter, de la faire émerger, c'est des exercices du type show and share où les gens partagent, montrent. Donc, je pensais à les pires. C'est quelque part entre le hackathon et la peer review. Vous avez une photo de hackathon pour illustrer ça. Mais c'est cette notion que pour reconnaître l'excellence en termes de savoir-faire logiciel, la meilleure façon, c'est de permettre aux gens de la partager. Et c'est vrai dans l'entreprise, c'est évidemment vrai avec les communautés. Donc, il faut encourager ces développeurs à participer aux communautés externes. Alors, pourquoi? Parce que il y a deux idées simples. La première, c'est que dans un monde où tout change, il faut que le code soit propre pour qu'on ait envie de le changer. Ça, c'est vraiment très bête. Mais à l'époque où on compilait, on faisait des binaires, on assemblait, puis ça restait un binaire on regardait plus jamais le code source, c'était moins important. Dans le monde d'aujourd'hui où tout évolue, c'est très bien exprimé par Arnaud Lemaire qui dit ça ne sert à rien de faire de l'agile avec des post-it si le code qu'on produit, on n'a pas envie d'y toucher. Voilà, c'est bien plus important d'avoir un code qu'on a envie de modifier. Et ça conduit à l'idée que cette notion qui est un peu subjective d'élégance du code, de lisibilité, de minimalisme, de modularité, tout ça, en fait, ça a une vraie valeur business. C'est ce qui supporte l'agilité métier. Voilà, donc, alors, c'est là que ce que j'ai essayé de dire très rapidement sur le Lean devient intéressant. Les approches, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Lean, les 5 S, c'est une sorte de pratique d'organisation de ses objets, de son espace de travail, de gérer une bonne façon de travailler. Et ben, ça s'applique aux usines et ça s'applique aussi aux standards de code et aux standards de développement. Et on pourrait évidemment citer comme autre pratique qui construit cette ambition de software cloud machine, le pair programming. Et c'est pour ça que vous avez la référence au livre de Rick Sheridan. Alors, je vais maintenant vous parler un peu du rôle des architectes, mais là, avant de zoomer sur cette question, déjà, la chose qui me semble la plus importante par rapport à ce que je dis avant, c'est que d'abord, on a besoin d'architectes parce qu'on construit des systèmes complexes et que ça ne s'invente pas et qu'on ne fait pas émerger un bon design d'un système complexe juste par incréments successifs. Et si vous regardez les grands résultats, que ce soit pour faire des réseaux de files d'attente, ça ne s'invente pas, ça s'apprend et ça se design. Et puis, la deuxième dimension, c'est que la dev technique, le besoin de refactoring, ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air. Quand ça devient criant, c'est que c'est trop tard. Donc, on a besoin de coaching. Et pour moi, l'architecte, c'est vraiment un excellent coach de refactoring. Alors, je vais revenir un peu plus en détail sur ma vision de l'architecte dans un mode Lean Software Development. La première chose, c'est pour ça qu'il y a le mot Lean, c'est qu'on passe du push au pull, c'est-à-dire qu'on passe de l'architecte qui fait la roadmap et les principes d'architecture à quelqu'un qui est plutôt on demand. C'est-à-dire que l'architecture, elle va coévoluer, on va être en mode architecture continue. Et ce qui va permettre de faire évoluer cette architecture, c'est les demandes, c'est les besoins, et on va être tiré par les plateformes qui se construisent. La dimension de coach de système engineering est importante, et mon expérience, c'est qu'on a besoin, dès qu'on fait des systèmes un peu sophistiqués, et même sur des systèmes web de prise de commande, par exemple, on a besoin de présence d'architectes sur les plateaux en tant que système engineering coach, sur des aspects de performance, mais aussi, donc, comme je l'ai dit juste avant, des aspects de maîtrise de la complexité. Puisque finalement, la dette technique, c'est un peu des problèmes de vieillissement et beaucoup des problèmes d'accumulation de complexité. Et donc, le rôle du coach, c'est de permettre de le pointer du doigt et à ce moment-là, de promouvoir le développement de la dette technique dans le backlog et d'être une sorte de refactoring champion. Puis un autre aspect, c'est qu'on fait tous des grands systèmes multi-équipes. Et dans cette vision globale, c'est particulièrement bien exprimé dans SAFe, mais c'est vrai de manière plus générale, on a besoin d'architectes pour s'assurer que les différentes API exposées de part et d'autre sont consistantes et que les unes avec les autres, et que l'ensemble forme, on peut appeler une sorte de grammaire d'intégration qui fonctionne bien.
Alors, pour conclure, le premier message, il ne devrait pas vous surprendre. Il est pour moi important quand il est exprimé à des audiences plus métiers, mais vraiment vis-à-vis d'architectes, c'est une évidence. C'est-à-dire que le système d'information est une sorte de backbone, de colonne vertébrale de la transformation digitale. Il y a plein d'excellents livres qui racontent ça, en plus du mien ou à côté. Par contre, ce qui me semble plus intéressant de partager, c'est de se dire, en fait, c'est vraiment un bon moment pour faire cette transformation du système d'information pour qu'il devienne exponentiel, parce que la boîte à outils est extraordinaire. Les gens du web nous ont donné plein d'outils open source et de méthodes. La transformation EDA, la disponibilité de Kafka et quand même simplifie grandement les choses. Pour faire de la haute dispo, le fait qu'on ait Kubernetes, des containers, ça aide. Il y a plein d'outils dans la toolbox qui permettent de faire des choses intéressantes. Et tout ça n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas un besoin métier, mais ça, je ne vous apprends rien. Dans toutes nos entreprises, le besoin est là parce que la révolution exponentielle, alors c'est un terme un peu prétentieux pour dire l'arrivée des bénéfices évidents qu'on peut tirer de l'IA et du machine learning en particulier sont là. Chez Michelin, c'est en particulier dans les usines. Nous, on est la grande révolution la plus évidente, c'est le digital manufacturing, mais ce qu'on est en train de se passer dans les labos de R&D n'est pas moins excitant. Et c'est parce que les besoins sont évidents et qu'on a des outils que on est dans des, voilà, c'est le bon moment. Donc, je m'étais dit que je terminerai en vous parlant du livre, parce que là, je suis allé un peu vite et c'était juste pour donner quelques idées. Le sous-titre est intéressant, j'ai appelé ça du client au code et du code au client. Parce que finalement, ce que j'essaie de vous raconter, c'est la combinaison de deux choses, une capacité digitale à co-construire la valeur avec ses clients et autour du Lean Startup, je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, et puis une capacité de delivery permanente de valeur autour de DevOps, de ce que j'appelais Lean Software Factory. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que les deux doivent travailler de pair et que finalement, j'ai conclu là-dessus, les deux capacités qui font une bonne entreprise digitale, c'est l'amour du code et l'amour du client. En fait, c'est dans le mauvais ordre, ça devrait être l'amour du client d'abord et l'amour du code en second. Et bien sur ce, je vous remercie de votre attention.